Bon bah je crois qu'on l'a trouvé, hein, la recette parfaite pour avoir un Grand Prix avec plein d'actions. Il faut de la pluie, mais pas trop. Vous l'avez compris, on va parler du premier Grand Prix depuis la rentrée de Formule 1 qui s'est déroulé ce dimanche à Zandvoort, sur les terres de Max Verstappen. Et spoiler alert, il a gagné. Première réaction, je voulais parler de Fernando Alonso qui a réalisé une course incroyable et qui a d'ailleurs été élu pilote du jour pour ça. Il y avait des nouveautés, hein, plein de pièces apportées sur l'Aston Martin ce week-end. C'était le gros package qu'attendait Fernando Alonso justement avant la pause, lui qui n'avait pas réussi à monter sur le podium depuis le Canada de la même année. On a surtout travaillé sur le dessous de la voiture et l'effet de sol en changeant complètement le fond plat, notamment l'entrée de ce fond plat juste derrière les deux roues avant qui a été beaucoup retravaillé. Alors dans des conditions difficiles, pour moi il y a deux pilotes qui sortent du lot sur ce Grand Prix, mais même en règle générale. C'est Max Verstappen et Fernando Alonso. Cette course nous l'a encore prouvé, puisque Verstappen reprenait plus de 2 secondes par tour en remontant sur Pérez une fois qu'ils avaient tous les deux les mêmes pneus en début de course. Et pour ce qui est de Fernando Alonso, c'est simple, il a souillé absolument tous les pilotes qui étaient devant lui pendant le départ, le tout en pneus soft, sur une piste absolument détrempée. Ça faisait penser à un petit Brésil 2012, quand il la sauve dans le troisième virage. Alonso dans les premiers tours, c'est simple, il passait sur absolument tout le monde, intérieur, extérieur. Il utilisait des trajectoires qu'il était le seul à pouvoir maîtriser, notamment dans le quatrième virage, je crois, où il passait complètement à l'intérieur sur le banking. Une ligne qui ne marche normalement pas du tout, mais là, avec les conditions particulières et des pilotes qui glissaient sur l'extérieur, parce qu'à chaque fois on mettait la roue arrière sur cette fameuse bande blanche, du coup ça marchait super bien et Alonso il a passé un paquet de monde comme ça. Alors je dirais que l'erreur stratégique, même si c'en était une toute petite, c'était de pas s'arrêter dès le premier tour, quand la piste était vraiment détrempée. Il a continué à être plutôt rapide, mais face au pilote qui était resté en intermédiaire, la différence était absolument impossible à combler avec le talent du pilote et il fallait absolument changer. C'est ce qu'il a fait dès le deuxième tour. Un tour trop tard, même si au final ça lui a pas coûté grand chose, il s'est vite remis, on va dire, dans le rythme avec ses intermédiaires. Ensuite la piste a séché, on est repassé sur les softs pour la grande majorité des pilotes, il y en a quelques-uns qui ont tenté des médiums, mais c'était quand même très rare parce que dans les conditions qu'on avait, il fallait vraiment chausser les pneus les plus tendres possibles pour les monter en température le plus facilement. Et c'est ce qu'a fait Fernando Alonso, comme beaucoup d'autres. Il était en soft et il était extrêmement rapide, et ça c'est vraiment des conditions qu'Alonso adore. Il a fondu en quelques tours seulement sur Sainz, qu'il a doublé sans aucune difficulté dès sa première tentative, et il en a profité à ce moment-là pour signer le meilleur temps en course, qui est au final resté, et il l'a donc conservé, puisqu'après il s'est mis à pleuvoir très fortement, donc impossible d'aller chercher ce temps, même pour un Max Verstappen. C'est une course masterclass d'Alonso, franchement, à part l'erreur dans les stands d'Aston Martin, mais c'est pas de sa faute à lui, j'ai envie de dire, c'est une course qui est parfaite. Il avait du rythme du début à la fin, et lui pilote du jour, d'ailleurs, beaucoup ont remarqué cette performance. Je suis pas un grand fan de Fernando Alonso, notamment sur ses petites déclarations et ces petits pics qu'il lance toujours à ses anciennes équipes, mais il faut avouer que sur la piste aujourd'hui c'est l'un des meilleurs pilotes, c'est le plus vieux du plateau et il met à l'amende 95% de la grille, c'est franchement impressionnant. Et si je devais donner un seul pilote qui pourrait peut-être inquiéter Max Verstappen dans la même voiture, je mettrais ma pièce sur Fernando Alonso. Deuxième réaction, ça me fait assez mal, mais on va parler de Ferrari et de Charles Leclerc, qui ont vécu un week-end de rentrée, j'ai envie de dire, classique pour l'équipe italienne. Mais sur ce Grand Prix, c'était encore une fois ultra compliqué. La Ferrari, que ce soit pour Sainz ou Leclerc, était ultra difficile à piloter, très vive, trop vive, clairement. Ils étaient obligés de la surpiloter pour essayer de faire quelque chose. Charles était plutôt devant Sainz sur tout le week-end, mais il poussait fort, très fort, trop fort. Il se sort sur son deuxième run en Q3, malheureusement. J'ai glissé, chef. Gros crash quand même, on a dû changer châssis et boîte de vitesse si je me trompe pas sur la Ferrari de Charles Leclerc. Clairement, peu importe la performance de votre voiture sur cette course, au vu du nombre de faits de course et des conditions ultra changeantes, un bon talent de pilote, même avec une voiture un peu moyenne, ça pouvait le faire. Malheureusement, Charles Leclerc, dès le premier tour, s'accroche avec Piastri. Ils sont côte à côte au moment de sortir de la chicane dans le troisième secteur. Malheureusement, Leclerc a un peu de wheel spin. Il va taper l'avant droit de son aileron sur la voiture de Piastri. Un tout petit contact aux grandes conséquences, puisque le end plate droit de son aileron avant est venu passer sous la voiture et il a tout simplement endommagé au passage son fond plat. Leclerc parlait en interview de 60 points d'aéro perdu. Ça me semble énorme, mais au vu de la perte de rythme de Leclerc à la suite de l'incident, c'est peut-être pas si déconnant au final. Alors juste après l'incident, Charles Leclerc rentre directement dans les stands avec un call un peu tardif, Leclerc l'a avoué en interview, mais malgré tout, les pneus inter sont pas prêts. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Alors si on se fait l'avocat du diable, c'est d'ailleurs ce qu'a fait Vasseur au micro-canal à l'arrivée de la course, le call de Leclerc est arrivé beaucoup trop tard, dans les stands selon lui, je pense que c'était quand même un peu avant, mais il faudra regarder la F1 TV pour être sûr, et donc ça justifie selon Vasseur le fait que les pneus ne soient pas prêts. Non, ça va pas être possible, ce n'est pas possible, c'est pas possible monsieur. Non, ce n'est pas possible, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Non possible. Non monsieur, non, ce n'est pas possible.
Alors j'adore Fred Vasseur et je suis convaincu que c'est la bonne personne pour mener Ferrari de nouveau à la victoire. Sur combien d'années, je sais pas, n'en demandez pas trop non plus. Mais alors là mon frérot, c'est pas possible de justifier comme ça fait une semaine que t'attends la pluie. Dans le tour de formation, l'ingénieur de Leclerc prend même la radio pour lui annoncer une pluie très forte dans le premier tour, qui arrivera par le dernier virage. C'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs. Ça montre bien qu'on est au courant de la pluie chez Ferrari et pourtant on prépare pas les pneus intermédiaires. Alors toutes les autres équipes avaient prévu ces pneus intermédiaires puisqu'il y en a énormément qui se sont arrêtés à la fin de ce premier tour, comme Perez par exemple, ou même Guan Yu Zhou qui s'est retrouvé super haut dans le classement après cet arrêt. Donc clairement, toutes les équipes, même les plus petites équipes, avaient prévu le coup, mais pas Ferrari. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Ah bah je suis ravie! Bon après, Carlos Sainz a tenté comme il a pu de défendre les couleurs de Ferrari à lui tout seul. Il était plutôt rapide sur la première moitié de course, mais sur la deuxième ça s'est dégradé. Alors on a appris après la course que son dernier train de pneus tendres était en fait un train déjà usé pendant les qualifications, tout comme son train d'intermédiaire qu'il a chaussé à la toute fin pour la relance. Donc c'était un petit peu compliqué forcément de gérer, il était complètement même à l'arrêt à ce moment-là de la course. On se demandait pourquoi, la réponse est là, il était sur des pneus rodés quand tout le monde était sur des pneus neufs. C'était difficile. Dans les derniers tours, il a quand même réussi à défendre sa position sur Hamilton et sur Norris qui pressait très fort derrière lui pour conserver une belle 5e place. Honnêtement, avec le rythme qu'il avait et les 2 derniers trains de pneus qu'il a passés dans la course, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Alors si Charles Leclerc veut tourner un nouvel épisode de Qui est l'imposteur, qu'il le fasse directement chez Ferrari, je pense qu'il va en trouver pas mal. Je suis obligé de parler d'Alpine forcément. Qu'est-ce que ça fait plaisir de les voir un deuxième week-end d'affilée après la Belgique faire de bons résultats. Les deux voitures rentrent dans les points alors qu'il n'y en avait aucune en Q3 la veille. C'est franchement une belle perf et surtout Gasly, P3, frérot, bien joué. Bon alors Alpine, sur cette course, c'est clairement une masterclass. Sur les stratégies, sur les arrêts au stand, ils ont été absolument parfaits. Ils ont fait un arrêt aussi rapide qu'Aston Martin alors qu'ils avaient une pénalité de 5 secondes à servir. C'est vraiment impressionnant parce qu'en général, quand on a une pénalité de 5 secondes, on perd pas mal de temps au moment des arrêts. Et surtout là, Alpine n'a pas reproduit l'erreur qu'ils ont fait avec Esteban Ocon à Bahreïn. Ils ont bien attendu les 5 secondes avant de toucher la voiture. Pas de surpénalité pour Pierre Gasly. C'est un petit peu dommage de prendre ces 5 secondes pour 0,1 km/h en plus. Il est rentré à 60,1 km/h dans la voie des stands. Mais la règle, c'est la règle. C'est 60 ou rien. Pierre Gasly prend donc ces 5 secondes qui au final lui auront pas coûté très cher. Alors au moment où il sert sa pénalité, forcément il perd une position sur Carlos Sainz, mais au final il va vite la retrouver justement à cause des pneus usés de Sainz qui lui font perdre énormément de temps en piste. Il obtient donc la P4 qu'il va conserver pendant toute la course jusqu'à la fin quand on va donner la pénalité pour la même chose à Perez qui est rentré lui un petit peu plus vite. Je crois que c'était 60,6 ou 0,8 km/h, je sais plus, c'était 0,8 ou 0,6 km/h. Pas grand chose globalement, mais bon, la règle c'est la règle, c'est pareil pour tout le monde. Pénalité de 5 secondes pour Perez, sauf que lui c'est en toute fin de course. Les 5 secondes sont donc ajoutées à son temps de course à l'arrivée. Et Pierre, c'est simple, il est resté à moins de 2 secondes de Perez, largement assez pour hériter de cette 3e place, entièrement méritée honnêtement, parce que Alpine a vraiment fait un très bon boulot aujourd'hui sur la voiture de Pierre. Des bonnes stratégies, des bons arrêts. La voiture est pas bonne, encore une fois, les deux voitures ne rentrent pas en Q3. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Beaucoup disent que c'est de la faute du moteur Renault qui manquerait jusqu'à 30 chevaux, mais niveau châssis et aéro, la voiture elle est pas bien née non plus, on va pas se mentir. C'est vraiment un circuit très technique avec beaucoup de virages qui nécessitent énormément de grip mécanique et c'est une des choses qu'Alpine n'a pas en plus d'une aéro qui est pas exceptionnelle. Du côté d'Ocon, on était remonté jusqu'à la P6 je crois, ce qui était vraiment pas mal parce que lui aussi partait en dehors du top 10. Ça s'est au final pas très bien passé au moment de la dernière averse, on lui a mis des pneus full wet, c'était le seul sur cette stratégie. Il s'en est beaucoup plaint et même à l'arrivée il continuait de s'en plaindre, mais je trouve que c'était plutôt un bon call parce qu'au moment du drapeau rouge, la piste était vraiment devenue impraticable. On l'a vu, beaucoup de pilotes étaient en galère sur les intermédiaires juste avant ce drapeau rouge. Ça glissait de tous les côtés, ça passait dans les échappatoires, il y avait vraiment pas de grip, beaucoup d'aquaplaning. Bon après il y a Joe qui se croyait sur le sec et qui a freiné à peu près 30 mètres trop tard et qui a fait un beau petit câlin à la Tech Pro. Mais en tout cas, juste avant ça, tout le monde était en galère et je pense, même si on pourra jamais le vérifier, qu'Ocon était vraiment sur un bon pneu à ce moment-là et qu'il aurait pu rattraper énormément de monde, surtout qu'il n'aurait pas eu à s'arrêter une nouvelle fois. Les deux Red Bull notamment se sont arrêtés, Max Verstappen puis Sergio Perez se sont arrêtés pour mettre des full wet. Et en général, quand Red Bull fait la même chose que vous, c'est que vous êtes dans la bonne direction. Bon alors après, drapeau rouge, ça annule complètement le gain que Ocon aurait pu avoir à ce moment-là de la course. Il termine finalement 10e, il était très déçu, ce que je peux comprendre puisque effectivement il était remonté jusqu'à la 6e place. Faut pas qu'il oublie le petit Esteban qui a quelques grands prix à Monaco, c'était exactement la situation inverse. La course de Gasly avait été très chaotique, lui il était sur le podium. Franchement c'est vraiment un super résultat collectif pour Alpine qui arrive à maximiser la performance de la voiture, contrairement à nos bons vieux italiens préférés.
Faut absolument que je parle de Williams qui a encore réalisé un week-end exceptionnel. C'était une fusée ce week-end sur un circuit où on les attendait clairement pas. Albon avait même annoncé à Russell quelques temps avant que ce circuit allait être très compliqué pour eux. Et effectivement, c'est vrai, c'est pas un circuit qui est très adapté à la Williams, qui est une voiture plutôt de ligne droite, plutôt comme Spa ou Monza, avec une voiture qui va très vite en ligne droite, mais qui a pas un châssis et une aéro exceptionnelle. Et là où on les attendait pas, ils étaient ultra compétitifs tout le week-end, dans le top 10, très haut, même presque dans le top 5 quasiment à chaque fois. Pour Albon, ça signe une deuxième ligne P4 avec un Sargent qui rentre lui aussi en Q3. Franchement, un doublé en Q3 pour Williams, ça faisait un moment, je pense que ça leur était pas arrivé. Il y a même un moment où ils étaient 1 et 2 avec un red flag. On s'est dit, frérot, si la séance ne repart pas, on a une première ligne 100% Williams. C'est pas arrivé depuis l'Autriche en 2014 avec Felipe Massa et Valtteri Bottas. Albon ne se faisait pas d'illusions quant au fait de pouvoir conserver sa 4ème place pendant la course. Il termine au final 8ème, ce qui est plutôt très bien. Albon a réalisé une course quasi parfaite avec beaucoup de rythme sans erreur. Il a vraiment fait des super manœuvres, notamment à l'extérieur sur Russell en pneus durs, c'était vraiment magnifique. Bon alors après Albon, je pense qu'il a quand même fait la paire du week-end. Selon moi, il a emmené ses pneus soft sur 44 tours. 44. Combien? Alors forcément, dans ces conditions-là, avec une piste qui était fraîche, voire même grasse en début de course, ça use beaucoup moins la gomme, et ça reste une vraie performance. Albon, c'est simple, il s'est fait piéger un petit peu comme Norris et Russell en début de course, il ne s'est pas arrêté, il a survécu, en fond de grille, comme Piastri d'ailleurs, sur ses pneus soft, pendant qu'il pleuvait. Le but, c'était de la garder sur la piste, et même si, en début de course, il avait perdu beaucoup de temps et de position, au final, il s'en sort plutôt bien, P8 comme je l'ai dit, franchement, mais juste la perf, elle est incroyable. Même si on va arrêter, je pense, dans quelques grands prix, d'être surpris des perfos de la Williams, parce que c'est dans les points quasiment tous les week-ends maintenant. C'est une voiture qui a énormément progressé, qui est très simple dans sa conception, mais qui marche bien, qui est facile à piloter, surtout ça c'est très important, c'est ce qu'on manque par exemple chez Ferrari. Au vu de la vitesse de la Williams ce week-end, ça risque de pouvoir jouer les points tous les week-ends jusqu'à la fin de saison, plutôt avec Albon qu'avec Sargent. On va en parler justement, c'est un pilote qui est menacé de perdre son baquet, c'est ce qu'on a appris en début de ce week-end. Son arrivée en Formule 1, il la doit principalement à son passeport américain. Sargent a beaucoup attaqué ce week-end. Au début ça a très bien marché, puisqu'il est arrivé jusqu'en Q3. Malheureusement pour tenir ce rythme, il surpilotait un petit peu trop. L'erreur est arrivée très vite, il a placardé la Williams dans cette Q3 justement. Malheureusement en course, il placarde la Williams une seconde fois. Alors si on se fait l'avocat du diable, il est tout simplement en train de surpiloter pour essayer d'atteindre le niveau d'Albon, qui est en train de réaliser des choses incroyables avec cette Williams. Il sent qu'il y a le potentiel dans la voiture, puisque Albon peut le faire, mais en même temps il a ni l'expérience ni le niveau pour essayer d'aller matcher Albon dans la Williams. Forcément quand on surpilote, on fait des erreurs, et là il le paye très cher. Rapidement, je voulais parler des pneumatiques et surtout du full wet, qui est encore inutile. Alors là, je pense qu'on a atteint le paroxysme et on voit à quel point ce pneumatique est inutile en Formule 1 et je pense qu'il sert juste à remplir le règlement, puisque sous des averses absolument torrentielles, tous les pilotes, sauf un, Esteban Ocon, ont décidé de repartir en pneus intermédiaires, alors que clairement, dans cette situation, il faut mettre les full wet. Va falloir faire un tête-à-tête avec Pirelli, puisque cette gomme est tellement nulle que même quand il pleut à torrent, personne ne l'utilise. C'est honteux! Soit on fait un pneumatique full wet qui fonctionne vraiment, soit on retire tout simplement ce pneu de la gamme Pirelli, puisque de toute façon il ne sert à rien, et quand il pleut trop, on fait pas la course. Quoi? Bon après on est en Formule 1, le top de la pyramide des sports automobiles, on n'a pas envie de voir les voitures rentrer dès qu'il y a un peu de pluie. Bon pour ça, avant de s'attaquer au spray que génèrent les Formule 1, qui est très important et qui est un gros sujet, il va déjà falloir avoir du grip sur la piste et pour ça il faudrait faire des vrais pneus pluie, qui tiennent la route, ou alors tout simplement imposer ces pneus, aussi nuls soient-ils, aux pilotes dès qu'il pleut un peu trop, parce que là voir tout le monde en pneus intermédiaires, c'était juste ultra dangereux. Bon allez, petit bonus, je vais vous parler de l'arrivée de Liam Lawson en Formule 1 pour son premier Grand Prix. Il remplaçait le malheureux Daniel Ricciardo qui s'est cassé le poignet en voulant éviter Oscar Piastri. Sur l'incident, il n'y a pas grand chose à dire, clairement il avait plus de solution, c'était le mur ou Piastri. Il a fait le bon choix en choisissant le mur, malheureusement il n'a pas eu le temps de retirer sa main. Il y a une fracture du métacarpe, je crois, de la main gauche. C'est dommage, on risque pas de le revoir à Monza, je pense, mais donc du coup ça donne sa chance à Liam Lawson de prouver sa valeur en Formule 1. Il est ultra performant de l'autre côté de la planète, en Formule Nippon, là où évoluait Pierre Gasly en attendant son arrivée en Formule 1. Il est deuxième du championnat, dans un championnat vraiment très relevé avec des voitures qui vont extrêmement vite. En performance, elle se situe à peu près entre une F2 et une Formule 1, donc c'est quand même très rapide. Et surtout, c'est un championnat de spécialistes avec quasiment uniquement des Japonais et des teams japonais qui connaissent parfaitement les circuits et les voitures. Lui, il découvre absolument tout cette année et il est deuxième du championnat. Bon, en tout cas, une des pires façons de commencer sa carrière en Formule 1 sur un circuit qui est quand même assez difficile avec une voiture qui est pas la plus performante. En plus, en arrivant en FP3 sous la pluie, il n'a pas pu rouler une seule fois sur le sec. Une qualif ultra difficile dans des conditions très compliquées et une course, alors encore pire, de la pluie, du sec, de la pluie, on est en slick sous la pluie, enfin bref, n'importe quoi. Pour une première course, c'était tout simplement l'enfer pour Liam Lawson, qui était très content de rallier l'arrivée, et il a vraiment super bien fait le taf. Alors ça partait dernier sur la grille, forcément avec aucune préparation et aucune connaissance
course, du circuit, de la voiture et des conditions, c'était impossible pour lui d'être plus haut sur la grille. Mais en attendant, ça finit P13, aucune erreur pendant la course. Il est resté tout le temps sur la piste. On l'a pas vu une seule fois en dehors des lignes blanches ou dans un bac à gravier, contrairement à son coéquipier Tsunoda. Et ça finit P13, quelques positions justement devant Tsunoda. C'est franchement une super première fois pour Lawson. Allez, je termine l'épisode de cette semaine avec la bonne nouvelle, la victoire en course longue de Clément Novalak. Première victoire en Formule 2 pour le français. Il partait super loin sur la grille, mais il a réussi à éviter, un petit peu comme Liam Lawson, tous les pièges d'une course complètement folle pour terminer premier. Et voilà, c'est tout pour ce Grand Prix des Pays-Bas. Alors la semaine prochaine, je suis en vacances, donc je sais pas s'il y aura un épisode pour le Grand Prix de Monza. En tout cas, on se retrouvera sur TikTok, Instagram et en Shorts pour les 5 points à retenir. D'ailleurs, suis-moi sur TikTok et Instagram parce qu'il y a pas mal de contenu qui arrive dans les semaines à venir. Sur cette chaîne YouTube, abonne-toi, lâche un like et un commentaire, ça fait plaisir de voir vos retours sur la vidéo de l'endurance et ça fait plaisir surtout de voir les vues augmenter chaque semaine, ça me motive énormément pour continuer. Portez-vous bien jusqu'à la prochaine. Ciao ciao.